Bonjour à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue à Presse Éco, votre émission hebdomadaire, votre tribune de débat, d'analyse et de commentaires des sujets de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec les chroniqueurs qui sont présents sur ce plateau-là un ensemble de sujets. D'abord, au plan national, 3 sujets. Il s'agit d'abord de la situation sécuritaire nationale avec ses mesures diplomatiques, notamment le rapatriement des familles du personnel américain, mais aussi de l'opération Bourgou 4 qui a connu son bilan. Nous allons donc évoquer ce sujet. Et puis, deuxième sujet, nous allons parler de certaines mesures qui viennent d'être prises ou décisions du ministère de la Défense, notamment la suspension des départs volontaires au niveau de l'armée et puis également cette lettre qui a été adressée en tout cas au ministre malien de la Défense concernant des Burkinabés emprisonnés au Mali. Nous allons parler de ce sujet. Et puis, dernier sujet au plan national, plutôt politique, il s'agit donc des échanges épistolaires entre tout simplement l'APMP. Donc l'APMP, c'est la majorité présidentielle, notamment Simon Compaoré et Clément Sawadoro et l'opposition de notre côté avec la sortie d'Edi Komboigo également. Nous allons parler de ces sujets-là. Et puis au plan international, c'est la CPI, Cour pénale internationale, avec la libération sous condition donc, de Babo Laurent et de Blé Goudé. Nous allons donc évoquer ce sujet avec mes invités sur ce plateau. Premier invité, il s'agit de Moussa Sawadogo, il est journaliste et consultant. Moussa, merci d'être de retour sur ce plateau, bien sûr, après plus d'une année. Merci d'être sur ce plateau. Et puis, Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci, Évariste Concebo, d'être là, en tant que chroniqueur média également. Merci tous d'être là. Et puis, Parfait Silga, il est journaliste, il est analyste. Merci, Parfait, d'être sur ce plateau. Et enfin, dernier invité, Mamadou Ali Compaoré, journaliste à la télévision nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du journal. Merci à vous d'être sur ce plateau pour décrypter ces actualités avec le public burkinabé et ailleurs dans la diaspora. Donc on commence avec ces actualités qui ne nous lâchent plus. Il s'agit de la situation sécuritaire nationale qui n'est pas du tout rose, on va dire comme ça, avec, disons, ces mesures diplomatiques qui ont été prises au niveau de l'ambassade des États-Unis. On a vu que les familles donc, du personnel sont en phase d'être rapatriées d'ici début décembre, question donc de sécurité. Et puis aussi au niveau de la France, des notes du Quai d'Orsay interdisent de voyage. Certains Français qui, en tout cas, ne sont pas, en tout cas, sauf pour des questions, pour des nécessités assez extrêmes, mais il est déconseillé de venir au Burkina. Alors, sur ces questions-là, Moussa, est-ce que ça voudrait dire que la situation au Burkina est totalement catastrophique, totalement alarmante? Merci. Catastrophique, je dirais non. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, tout ça au Burkina Faso. Mais je peux dire que la situation est effectivement grave. Et je pense que si ces pays-là prennent de telles décisions, c'est normal. Hein. Moi, je suis totalement d'accord. Je ne veux pas être dans la critique pour la critique. Si un État trouve que la sécurité de ses concitoyens n'est plus garantie dans un autre État, il y va de son droit, de son devoir d'attirer l'attention de ces citoyens-là. Donc, dans ce sens, je comprends. Quand j'ai vu le communiqué de l'école américaine expliquant que c'est sur demande que l'ambassade allait effectivement retirer 22 enfants, ils sont 22, les enfants du personnel de l'administration pour raison de sécurité, ça peut se comprendre. Je pense que tout pays le ferait. Si à un moment donné, ils ont des informations comme quoi la sécurité de nos compatriotes sont en danger, c'est normal. Maintenant, par rapport à ce qui se passe au niveau de la France aussi, ça se comprend. Parce qu'il faut savoir quelque chose. C'est que si quelque chose arrive à un citoyen américain ou français ici, vous savez, c'est des pays de droit. L'État peut être poursuivi pour non-information des citoyens. Donc, je comprends que dans ces mesures-là, dans ce cadre-là, l'État français ou américain prend les dispositions pour informer ses citoyens. Mais celui qui va au-delà de ces recommandations, c'est à ses risques et périls. Mais c'est aussi une manière pour l'État de se protéger. Parce que souvent, on a vu en France où le citoyen peut attaquer l'État pour dire « vous ne nous avez pas donné assez d'informations ». Donc, il y va de votre devoir de nous tenir informés. Et dans ce cas, je pense que ce qui s'est passé, c'est logique et c'est normal. Quand on regarde un peu, les Burkinabés ressentent ça très mal. À la limite, on estime que c'est une façon d'empirer la situation, de peindre en noir le Burkina à l'extérieur, de chasser les partenaires. Voilà. Est-ce que ça... Écoutez, ça, c'est ce que les Burkinabés pensent aussi. On a le droit d'être offusqués. Mais nous ne pouvons pas reprocher à un État de prendre des mesures qu'il juge nécessaires pour ses concitoyens. On ne peut pas empêcher ça.
C'est l'exemple. Si, par exemple, je sens que chez mon voisin, mes enfants ne sont pas en sécurité, je peux interdire à mes enfants d'aller jouer chez le voisin. C'est mon droit, parce que je veux protéger. Il revient à mon voisin de prendre les mesures pour que je me sente en sécurité. Donc, je comprends la situation des Burkinabés. Burkinabés, moi-même, ça me fait mal. Mais je me dis, je ne peux pas reprocher à un État qui veut protéger ses citoyens. Voilà. Évariste Konsebo, est-ce que ça voudrait dire que quand ces mesures-là, qui sont quand même extrêmes, interviennent maintenant, alors qu'on a, il y a 2-3 ans, déjà on vit cette situation de crise sécuritaire, ces mesures ne sont pas intervenues, que maintenant que ces mesures interviennent, est-ce que ça voudrait dire qu'on est arrivé à un niveau de gravité assez important? Non, je pense que récemment, le ministre des Affaires étrangères, même lors d'une sortie dans une presse en Europe, a reconnu que la situation est pire maintenant qu'il y a 6 mois. Et vous savez aussi qu'ils ont visé en fait le caractère, la détérioration de la situation actuelle et également l'incertitude de cette dégradation sur le long terme. Ça veut dire que, bon, et puis vous savez, ces gens, ils ont des services de renseignement très étoffés. On sait très bien qu'à la DGSE, il y a la CIA, même le Mossad, tous ces gens-là, ils sont au centre du renseignement. Ça veut dire que même c'est eux-mêmes qui approvisionnent nos États en matière de renseignement. Donc, ça veut dire qu'ils ont des informations, visiblement, qui tendent à les amener à agir de la sorte. Bon, maintenant, c'est vrai, moi, ce qui m'intrigue, c'est en fait qu'il y a comme un décalage par rapport du côté officiel, puisque si vous voyez bien, nos autorités, eux, tempèrent, calment. Pour eux, ils trouvent que c'est exagéré. Mais maintenant, la question, quelles sont ces informations-là que ces puissances-là ont et que nos autorités n'ont pas? C'est ça aussi la question que ça soulève en toile de fond. Sinon, ça allait crescendo. Hein. Vous voyez que eux-mêmes, ils reconnaissent quelque part que ça ne s'améliore pas. Sur aucun front, il n'y a aucune embellie. Puisqu'on parlait de l'opération Bourgou, et même c'est la façon de conduire, on dit Bourgou, c'est quoi? C'est sillonner, débusquer, et puis neutraliser. Et après, vous partez. Moi, je ne sais pas. On va arriver tout à l'heure sur l'opération Bourgou. Tout ça, c'est un ensemble d'informations qu'ils ont. La question, c'est de savoir quelle est la nature exacte des informations que ces gens, que les puissances ont et que nos autorités, apparemment, n'ont pas. Parfait, Sylvain. Des mesures alarmistes ou des mesures réalistes simplement qui mettent en déphasage la réalité que tentent de montrer les autorités nationales et ce qui est réellement sur le terrain, les menaces réellement sur le Burkina. Je pense que ces pays ont pris des mesures qui vont dans le sens de leur action permanente. C'est-à-dire que ce soit au Burkina ou que ce soit dans un autre pays où il y a une situation d'insécurité, il y a des mesures, il y a des évaluations qu'on fait de façon permanente. Et en fonction de ces évaluations, on dit voilà les mesures que nous devons prendre pour nos compatriotes. Parce que là-bas, effectivement, il faut dire, l'opinion publique est très forte. Donc, quand quelque chose arrive à un compatriote, on va demander des comptes rapidement aux États. Donc, ils préfèrent prendre des mesures de prudence, mais ça ne va pas pour autant, ce n'est pas pour autant que, par exemple, le personnel de l'ambassade est évacué. Vous voyez qu'on n'est pas arrivé à ce niveau. Au niveau de l'ambassade des Unis, c'est vrai que les enfants mineurs, les 22 enfants mineurs vont être rapatriés, mais il y a quand même un personnel qui est toujours là. Donc, vous voyez, c'est pour dire, ils peuvent très bien prendre la décision qu'ils veulent. Mais nous, Burkinabés, nous n'avons pas notre pays, de toute façon. Ça c'est évident, on n'a pas, on le dit, mais même dans notre pays, on pourrait aussi être en danger. C'est là la question. Justement, quand nos partenaires qui sont là, par exemple, prennent des mesures de précaution qui ressemblent à des mesures d'anticipation, d'évacuation de grande forme, alors, quand c'est comme ça, nous, on a aussi le droit aussi de s'inquiéter, c'est très légitime. Oui, on a le droit de s'inquiéter, on peut s'inquiéter, mais j'ai dit, les Français, les Américains peuvent partir parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas en sécurité. Nous, les Burkinabés, nous n'avons qu'un seul pays. Nous allons rester ici et nous allons continuer de nous battre. C'est ce que, pour moi, c'est la chose la plus importante. Est-ce que nous avons en face, qu'est-ce qui bouge? Et moi, je crois qu'on est dans le bon sens avec les FDS. C'est vrai, je pense alors, que... On va continuer, on en revenait tout à l'heure sur l'opération Bourgou, où on a vu les Barkhane et nos FDS entrer ensemble en scène. Oui. Alors, mais là, la question est, quelles pourraient être, par exemple, les conséquences? Parce que quand tout de suite, comme ça, des chancelleries, notamment françaises et américaines, prennent des mesures du genre, ce sont des mesures de précaution, des mesures de choses, quelles pouvaient être donc les conséquences très rapidement sur le pays?
Les conséquences, mais nous allons continuer de voir. Pour moi, la conséquence, les pays continuent leur politique habituelle par rapport à leurs compatriotes. Le Burkina Faso va continuer à se battre aussi pour son développement, pour sa sécurité. Pour moi, c'est la chose la plus importante qu'il faut les dire. Les conséquences, on va peut-être dire, il y a certains partenaires qui vont dire au regard de telle ou telle information, nous ne pouvons plus venir nous installer pour faire un certain nombre d'investissements. Mais c'est au Burkina de démontrer que c'est possible de continuer à investir. Écoutez, malgré cette situation, on n'a pas vu une société minière arrêter ses investissements. Vous avez 14 mines en activité aujourd'hui au Burkina Faso. Ce n'est pas cette situation d'insécurité qui les empêche de continuer les activités. On peut encore citer d'autres secteurs d'activité où, effectivement, quand vous prenez les sociétés américaines et puis françaises, est-ce que, je ne vais pas citer une société en particulier, mais est-ce que ces sociétés ont dit, malgré le fait que le ministère français des Affaires étrangères nous déconseille ce pays, nous allons quitter? Non. Alors, les activités continuent. Donc ça, c'est important. Rapidement, économiquement, sur le plan économique, il y a des conséquences très graves. Parce que vous savez, la note, je pense, du Burkina au niveau des investissements, parce qu'il y a des agences qui évaluent en fait les pays. Je ne sais pas si c'était B ou C, A, B, C. Et certainement, actuellement, la décision était, puis il faut un temps. Mais forcément, ça va impacter. Cette note-là va se dégrader considérablement. Et dans tous les cas, nous sommes dans un contexte où il y a aussi des bureaux de développement, de coopération, etc. Ces gens qui travaillent, le personnel qui travaille, qui voit sa famille repartie, ça peut aussi créer d'autres problèmes de personnel ou même de fermeture d'un certain nombre d'agences. Ali Kombaouri, cette question. Bon, je pense que... Les mesures diplomatiques. Bon, c'est des mesures, Moussa l'a si bien dit, tous les pays sont souverains. Quand un pays voit que ses compatriotes sont en danger quelque part, ce pays-là a le devoir de ramener ses compatriotes à la maison. Et on l'a si bien dit ici, là-bas, l'opinion est très puissante. Ils vont demander à leur État de donner des explications par rapport à un certain nombre de choses. Mais comme la situation n'a pas encore atteint un certain niveau, on évacue les plus faibles. Ça, c'est un État responsable. On évacue les plus faibles, donc les enfants. Et puis ensuite, si ça s'agrandit, on va commencer par dire le personnel non essentiel de l'ambassade. Ensuite, les entreprises vont fermer tout ça. Donc, je pense que dès maintenant, à partir du moment où ils disent aux enfants de rentrer, ça veut dire que la situation n'est pas bonne. C'est au Burkinabé de réfléchir sur la question et de laisser, de banaliser, de rester dans le déni. Le pays est en difficulté, c'est à nous de prendre les devants pour sortir. Maintenant, les conséquences par rapport à ça, évidemment, quand les États-Unis ou bien la France disent un certain nombre de choses sur un pays, notamment en ce qui concerne les questions sécuritaires, il est évident qu'il va y avoir des répercussions sur le développement, sur un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier que la France est un grand partenaire économique de notre pays. Il ne faut pas oublier que les États-Unis aussi participent à un certain nombre de choses ici. Ils sont au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est des grands pays qui, leur point de vue, impactent nécessairement un certain nombre de choses. Mais évidemment, on n'a pas atteint le niveau où les gens font leur bagage pour partir. Mais soyez-en sûrs, leurs bagages sont prêts. Si la situation ne s'améliore pas, ils vont envoyer des avions, ils vont rapatrier leurs gens. Oui, je donne juste un exemple. Nous, on devait recevoir des stagiaires français et tout. Et à la dernière minute, voilà, leur école leur a dit le Burkina n'est plus une destination pour des raisons sécuritaires. Donc, voilà, l'impact, elle est là, il est là. Et sans oublier qu'au niveau économique, bon, les gens vont réfléchir 2 ou 3 fois avant de venir. Donc, les conséquences économiques sont là. Ça, je pense qu'il n'y a même pas photo. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux États européens, occidentaux, qui demandent le retrait d'une partie de leur population, nous, Burkinabés, on ne peut pas, parce qu'on n'est pas dans la même dynamique. C'est-à-dire que... On ne peut pas faire quoi? Nous, on ne peut pas, comme Sylvain l'a dit, c'est notre pays. Et même on ne peut pas s'exiler? Non, on ne peut pas, sauf ceux qui ont la double nationalité, peut-être. Mais juste ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est là où la communication gouvernementale devient très critique et très sensible. Parce que le gouvernement ne peut pas communiquer malgré la peur, malgré le fait que les gens, on n'a pas besoin que les gens nous disent. Aujourd'hui, si vous dites,
Si vous levez tout de suite, vous dites, je vais aller dans le Nord pour un reportage, c'est votre famille même qui va vous dire, écoute, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? C'est-à-dire, entre nous, Burkinabés même, sans le dire, on se déconseille des destinations sur notre propre territoire. Donc, à ce moment, il revient au gouvernement de reconnaître la gravité de la situation, mais d'avoir une communication qui rassure. Mais justement, on pourrait en parler. On a vu, par exemple, quand le ministère des Affaires étrangères français a publié la carte des risques au niveau sécuritaire burkinabé pour ces ressortissants. On a vu aussi qu'au Burkina Faso, il y a eu une carte qui a été tout simplement une carte toute blanche qui a été publiée en réponse à cette carte française. Vous voyez, j'ai vu cette carte et puis je me suis dit, pour moi, ce n'est pas ce genre de réaction qui change la chose. La question est simple. Oui ou non, notre pays contient des zones d'insécurité élevées. Oui. Ne nous leurrons pas. Ce n'est pas dans le sentimentalisme, dans la passion qu'on va résoudre le problème. Il y a un problème, commençons par eux. Personne n'a voulu cette situation. Ça nous fait mal. Mais ce n'est pas en mettant la tête dans le sable comme l'autruche qu'on va résoudre le problème. Oui, il y a des problèmes de sécurité dans ce pays. Oui, il y a des Burkinabés qui ont peur de se déplacer dans leur propre pays. Ça, ce n'est pas les Européens qui nous imposent de nous déplacer. C'est nous qui voyons la situation sur le terrain. Donc, à partir de ce moment, et je pense que le gouvernement, il est conscient de ça. Quand on écoute les communications du gouvernement, je pense qu'il n'y a pas un déni en tant que tel. Maintenant, la question, c'est comment rassurer. Est-ce que le processus ou la communication gouvernementale pour rassurer les gens est la bonne manière de faire? On peut ouvrir le débat sur cette question-là. Mais vouloir dire que parce que les Français nous ont mis en rouge, j'ai vu même des gens qui ont mis la France en rouge aussi, etc., etc., pour moi, ça, c'est un peu de l'enfantillage. Évariste ? Moi, c'est quelque chose qui je trouve ahurissant. Enfin, on veut une chose et son contraire. Les gouvernements occidentaux sont dans une logique de transparence. Ici, on sait très bien avec quelle opacité qui entoure cette histoire de communication, tout ce qui touche à la sécurité. On a même pris des lois même pour museler les gens, empêcher les gens de connaître la réalité. On est dans le déni total. Quand vous avez un gouvernement qui est dans le déni, vous voulez quoi? Non. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Ça, je le dis, c'est de l'irresponsabilité. La question, moi, qui me taraude, quelles sont les informations que ces Occidentaux-là ont tendant qui accréditent la gravité de la situation? Et certainement que nos gouvernants et nos dirigeants, ils ont les mêmes informations, mais ils n'ont pas assez, je ne sais pas, ils ne portent pas ces informations à la connaissance des gens. La question, c'est de donner l'information pour que ça peut sauver des vies. Comme vous l'avez dit même, c'est dans le cercle familial même que les gens s'organisent, alors que un gouvernement responsable devait prendre les devants et faire même les cartes, donner les zones où on ne peut pas aller. C'est ça. Non, je voulais dire, quand on dit c'est le déni, est-ce que vous pouvez dire, citer l'intervention d'un ministre ou d'un haut responsable qui dit au Burkina, tout est parfait? Jusqu'à présent, alors, voilà. Moi, je voudrais apporter peut-être quelque chose à ce niveau. Concernant les cartes précisément, on a vu au moins 2 ministres de ce gouvernement qui ont publié non seulement l'un pour l'autre carte, mais un autre qui a publié une carte normale avec les couleurs du drapeau burkinabé pour dire c'est ça la carte du Burkina Faso. Est-ce que ça, c'est pas un déni, par exemple? Non, c'est de la carte du Burkina Faso ne connaît pas des difficultés en certains endroits. Oui. Tout le monde sait qu'il y a des zones où la sécurité n'est pas... où il n'y a pas de sécurité. Mais ce sont des réponses du berger à la bergère. Vous comprenez, c'est des communications politiques qu'on fait pour dire, vous avez peint notre carte en jaune et rouge pour dire on ne peut même pas y arriver, sauf raison impérative. Mais nous disons, nous Burkinabés, que notre carte, c'est le rouge, jaune, vert. Oui, mais parfait, Siliga. Est-ce qu'il s'agit de dire, nous pensons comme ça, ou il s'agit de dire, voici la situation. Les Français font preuve de responsabilité vis-à-vis de leurs citoyens. Ils disent, voici les risques que vous encourez. Et les Burkinabés, eux, ils disent, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci. Est-ce la question de responsabilité, quand même? Non, la question de la responsabilité. Je veux dire ici, comme on l'a dit, il n'y a pas de déni. Vous n'allez pas voir un seul responsable dire la situation au Burkina Faso est rose. Non. Ça n'existe pas. On peut faire des cartes pour dire, des cartes avec les 3 couleurs du Burkina pour dire oui, c'est notre pays. Mais ce n'est pas une façon de dire que tout va bien. Celui qui le dit, si un responsable politique dit, ou de la société dit que tout va bien dans ce pays, non, il n'est pas il n'est pas dans ce pays. Mais je veux dire, la responsabilité, c'est de dire aux Burkinabés, la situation n'est pas comme nous l'aurons voulu. Mais nous travaillons à ce que les choses changent. Oui, les résultats. Mais on peut ne pas avoir des résultats, mais au moins,
on peut dire aux gens, voilà les efforts qui sont déployés. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Je ne crois pas qu'il y ait un déni quand même de la situation. Il y a une partie du territoire burkinabé Oui. où il n'y a plus l'école. Les enfants ne vont pas à l'école. Beaucoup d'enfants. Voilà. L'année dernière, on a dû comment on appelle ça, prendre les enfants, les interner quelque part, leur donner des cours d'appui pour pouvoir faire les examens. Cette année, il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas ouvertes. Il y a des centres de santé qui ne sont pas ouverts. Alors, moi, il y a l'administration qui va... J'explique. Je cite un exemple précis. C'est une commune, Baksalou, par exemple. Oui. Vous ne pouvez plus vous soigner à Baksalou, il faut aller à Kaya. Donc, quand tout ça s'est fait, on a vu un ministre burkinabé qui a dit que le territoire burkinabé n'était pas occupé. Il veut que ça soit occupé comment? C'est pour cela qu'on dit que la communication qui est faite, elle est faite dans le déni. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut dire aux Burkinabés, voilà la situation réelle de notre pays. Il y a des endroits où les enfants ne vont pas à l'école. Il y a des endroits où l'hôpital ne marche pas. Ensemble, quelle réponse nous apportons à ça? Mais quand on ne dit pas ça, on va pas s'éterniser sur la question de communication, c'était pas trop. D'abord, même si on veut parler de la communication, on parle de communication politique, mais il y a un peu d'incompétence. Merci. On va passer au second volet de la question. Au second volet de la question. On ne peut pas répondre à lui. Juste très rapidement, on aura l'occasion. Oui, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Il faut dire aux gens ce qu'il y a. Et puis ensuite, ensemble, on trouve la solution. Il ne faut pas faire du déni ou banaliser. En tout cas, peut-être que je ne suis pas très bien informé. Je ne sens pas le déni. Moi, je ne sens pas. Le déni, c'est de dire qu'il n'y a rien, aller continuer à rouler, il n'y a rien. Si l'État lui-même ferme des écoles, ferme certains centres, ce n'est pas que l'État lui-même a compris que ses citoyens ne sont plus en sécurité. Maintenant, la question... Est-ce que c'est l'État qui les ferme ou ils sont fermés par des mais attends. Est-ce que l'État a décrété des fermetures? Tu as dit quelque chose de très bien au départ. Non. Attends. L'État n'a pas les moyens de garder les écoles ouvertes. Merci. Ça, c'est un fait. Dénoncer ça, c'est du déni. On continue sur le second volet de la question. Dans tous les cas, je profite pour dire aux téléspectateurs qui peuvent déjà appeler pour s'inscrire sur notre liste et puis pouvoir intervenir dans la deuxième partie de l'émission. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ces mêmes sujets-là. On continue sur le second volet, l'opération Bourgou. Bilan quelque peu satisfaisant. Ce qui est important, c'est qu'on a vu l'attelage armée burkinabé Barkhane pour reconquérir certaines positions au Sahel, notamment à partir de Arbinda jusqu'à Koutougou. Bilan, au moins 32 terroristes neutralisés, disons tués. Mais malheureusement aussi, on a eu des décès, 2 FDS qui ont sauté, sur un binôme qui a sauté donc, sur une mine. Et puis, on a par exemple assisté au ravitaillement de Djibo en carburant. Évariste. Normalement, l'image que j'ai vue à la télé m'a un peu laissé perplexe. L'armée française appuyée par des blindés d'un côté et puis les FDS. Et je me souviens que la semaine passée, pas plus tard qu'une semaine, il y a une communication qui tendait à faire croire qu'on n'avait pas besoin de... On était assez forts nous-mêmes. Ça, d'abord, ça m'a fait un tic. Et de deux, le mode opératoire. Vous annoncez une grande opération. Je pense que c'est la ministre française des armées. Oui, vous annoncez à grande pompe une grande opération comme ça. Vous pensez que les terroristes vont se planquer puis vous attendre. C'est un. Donc j'ai douté énormément sur l'efficacité. De deux, le mode opératoire. On sillonne le désert, on déloge les terroristes, on les neutralise. Et on fait quoi après? Le problème, c'est pas ça. On fait quoi après? Vous partez, ils vont revenir, puisqu'ils ne vont pas vous attendre. Pour moi, c'est une opération de communication. Moussa, est-ce que réellement cette opération, véritablement, bilan 32 terroristes tués, est-ce que ça, c'est vraiment un bilan auquel, aujourd'hui, on s'attend quand on dit une opération Barkhane, armée burkinabé, pour aller dans une zone? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça, comme Évariste le disait, ouverture des écoles, retour de l'administration, etc. Ce n'est pas ça qu'on a besoin aujourd'hui. Oui, c'est pas ça, mais quand même, il faut faire attention. Les choses vont étape par étape. Je pense que la lutte contre le terrorisme, il faut évoluer étape par étape. Donc, on ne peut pas tout de suite avoir une présence militaire quelque part et puis dès le lendemain ouvrir les écoles. Je pense que c'est... Mais au moins l'administration peut s'ouvrir, non? Non, vous savez... Les maires peuvent retourner au moins dans leur commune. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Vous savez que ce n'est pas réalisable. Même si les militaires prennent une zone, on a besoin de sécuriser cette zone avant de faire revenir les civils. Par contre, là où peut-être je peux rejoindre mon collègue Évariste, c'est que effectivement cette opération-là intervient à un moment dans un contexte très particulier. C'est un contexte où on a de plus en plus une levée de boucliers contre la France et l'armée française. Un sentiment anti-français. Il y a un sentiment anti-français, du Niger au Mali jusqu'au Burkina. Donc, cette opération,
je comprends qu'elle soit pour la France une occasion de communiquer aussi et de montrer les efforts qui sont faits. Et d'ailleurs, quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires sur cet effort-là qui est fait et de montrer, qui tend à montrer qu'en fait, les Burkinabés qui critiquent les Français sont des égoïstes, des ingrats, quand on analyse les messages sur les réseaux sociaux. Et c'est de bonne guerre aussi pour la France, parce qu'il faut qu'elle redore son blason. Donc, à partir de ce moment, je dis, de toute façon, le président l'a dit, nos autorités l'ont dit, même si on a des choses à reprocher à la France et à l'armée française, pour le moment, on a besoin d'elle. Ne soyons pas hypocrites. Ne nous laissons pas emporter par les passions et par l'émotion. Ça va nous envoyer à rien. Donc, soyons réalistes. À partir de ce moment où on a besoin de cette armée-là, c'est vrai, il revient à nous de la critiquer si on trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, quand on dit qu'il revient à nous de la critiquer, quand on a... Est-ce que, concrètement, quelle critique on peut faire vis-à-vis de l'armée française? Est-ce qu'on fait une critique vis-à-vis de la France politique ou on fait une critique vis-à-vis de la France militaire qui vient mener des actions, des opérations militaires? Les deux peuvent se faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'armée française obéit quand même à une certaine politique de la France, à une certaine politique africaine de la France. C'est normal. L'armée française n'agit pas ex nihilo comme ça. Donc, c'est vrai que le positionnement, les opérations sur le terrain sont quand même soutenues par une politique étrangère française. Donc, on peut critiquer la France dans sa politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique. Et je pense que la société civile africaine le fait assez bien. Maintenant, on peut critiquer aussi les militaires sur le terrain. Et c'est pour cela, sans tomber dans la passion, etc., la note du chef d'état-major parlant des aéronefs non identifiés et consorts, et d'ailleurs, qui a été une note envoyée pratiquement à toutes les ambassades. Je ne sais pas pourquoi c'est l'ambassade française seulement. Ça a été envoyé à 4 attachés, à 14 attachés militaires. Mais il n'y a que 3 au Burkina, il n'y a que 3 qui sont présents, 4 au Burkina, les États-Unis, les Américains, la Côte d'Ivoire et le Mali, je pense. Alors, est-ce que le Mali a des aéronefs ici? Est-ce que la Côte d'Ivoire a des aéronefs ici? Est-ce que les Américains n'en ont pas? Les Américains en ont, bien sûr. Est-ce que les Ivoiriens n'en ont pas? Vous savez si ces avions ne viennent pas de la Côte d'Ivoire pour nous survoler? Les Ivoiriens n'ont pas d'aéronefs ou quoi? Non, on ne sait pas. Je ne sais pas. Les Ivoiriens et les Maliens n'ont pas d'aéronefs ici. Plus sérieux. C'est pour dire que par rapport à cette opération, c'est normal. C'est normal que la France veuille faire une campagne de communication pour redorer son blason. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le terrorisme, soyons réalistes, la moindre action, la moindre activité qui peut nous permettre de gagner, ne serait-ce qu'un mètre carré de notre territoire, je pense qu'il s'est à prendre. Non, je suis d'accord avec Parfait. Est-ce que c'est simplement un besoin pour la France de redorer son blason, de communiquer, ou est-ce que c'est une nécessité? Parce que l'accord que le Burkina a signé avec la France, l'accord de coopération militaire, c'est que ce sont les autorités qui demandent à la France de venir en appui. Non, je voulais dire... Ce n'est pas la France qui vient. Il faut qu'on arrête de continuer à dire les Français dehors. Non, soyons réalistes. D'accord. Nous avons besoin d'eux. Maintenant, ça ne peut pas nous empêcher de leur dire la vérité. Comme par exemple leur dire, si vous voulez faire décoller un avion, il faut nous prévenir en avant. Et puis ceux qui crient souveraineté. Oui, vous criez souveraineté, mais en attendant, on a besoin d'eux. Mais il ne faut pas parler comme ça parce qu'après, vous allez encore repartir vers eux pour demander de l'argent pour vos élections. Non, il faut qu'on soit réaliste. Maintenant, il faut que les Burkinabés sachent que la défense de leur pays là, leur revient en priorité. Vous pouvez avoir des partenaires, mais sachez que les partenaires ont des agendas. Je dis, les Américains ont des agendas, ont un agenda au Burkina. Les Français ont un agenda au Burkina. Et les Burkinabés doivent le savoir. Ça, c'est clair. Et les Burkinabés doivent avoir un agenda aussi. Non, l'agenda que nous devons avoir, c'est de travailler à ce qu'un jour, nous ne comptions plus sur quelqu'un pour notre propre défense. Pour moi, c'est l'agenda principal que nous avons. Sinon, l'opération, quand vous regardez l'opération Bourgou, pendant ce temps, regardez le bilan des opérations menées exclusivement par les FDS. Vous verrez qu'on est à peu près au même résultat. Donc je dirais, oui, on a besoin des Français pour telle ou telle chose, mais nous devons continuer à travailler pour que nos FDS montent en puissance et puissent effectivement travailler à ce qu'on libère les territoires. Et comme Évariste parlait, effectivement, libérer les territoires, mais s'installer
afin que les écoles puissent rouvrir, les CSPS puissent rouvrir pour le bien des communautés. Ouais, bon, c'est très amusant quand j'écoute les gens en train. Je vois Ça ne doit pas être amusant, c'est très sérieux, Ali. Parce qu'on est en pleine drague de la France, c'est ce qu'on ne faisait pas depuis. Et ça, je suis très content qu'on en parle aujourd'hui sur ce plateau et ça me fait plaisir. Je dis, comment on appelle ça? Lorsque vous avez un pays, nous avons des accords avec la France, c'est un partenaire intéressant. En 1960, dès les indépendances, Maurice Yamego n'a pas voulu de la France. Il a signé. Les Français ont fait leur bagage, ils sont partis. Les Français sont là aujourd'hui et nous savons très bien que si les Français quittent ce pays, il y a beaucoup de conséquences qui vont s'en suivre. On le sait. Donc, il faut travailler dans ce sens, avoir de très bons rapports avec la France, ne serait-ce que dans le domaine du renseignement de ceci, cela, tout en faisant monter en puissance notre armée. Ce n'est pas une question d'être anti-français, d'être panafricaniste. C'est du ridicule, ça ne veut rien dire. On n'est pas capable d'entretenir tout. Donc il faut effectivement de ce côté avoir clair et reconnaître calmement et simplement que nous ne sommes pas en mesure de faire face. Tout ça, maintenant, ça se dit, mais finalement, quelle est la position réelle du gouvernement? Parce qu'on n'entend pas, par exemple, le gouvernement dire que... voilà. Non. Oui, mais justement... écoutez, c'est pas moi qui rejoins ce que vous dites. Parce que, justement, on a des difficultés. Ça, c'est pas quelque chose... Oui, mais j'en sais quelque chose. Je termine pour vous dire, dès le départ, j'ai dit sur ce plateau ici, et je le redis, je dis, dans la lutte contre la modification de l'article 37, on a tout fait, même contre le pays. Et j'ai dit que pour mettre en place tout un système, réorganiser l'armée, remettre en place les services de renseignement, il nous faut au moins minimum 10 ans dans un État apaisé. Merci. Donc dans cette situation, je termine vous donnez trop la parole aux autres et comment je vais allons-y, parce qu'il faut qu'on évolue à lui. Voilà. C'est pour vous dire tout simplement, moi je ne rejoins personne, j'ai dit tout simplement, la France est un partenaire privilégié du Burkina Faso, notamment dans la question de la sécurité. Il ne faut pas avoir, je ne sais pas moi, un truc enfantin. Il faut négocier calmement. Merci, Ali. Travailler à faire monter en puissance notre armée. Ça c'est déjà compris, on est d'accord avec ça. Les Français nous emmerdent, et puis quand ça chauffe... Varis, qu'on se boit la parole maintenant. Je suis étonné que les gens soient offusqués ou pas. En fait, ça fait partie, cette rhétorique anti-française, anti-impérialiste, ça ne date pas de maintenant. C'est une rhétorique que nos acteurs politiques actuels ont toujours utilisée pour justifier leurs échecs, leurs incompétences. Et face à une jeunesse qui très souvent n'est même pas au fait, donc ça paye, en fait, c'est tout. D'accord. Alors, je vais poser une dernière question sur cet aspect des choses, parce qu'on entend l'opinion. L'opinion dit certaines choses, exploiter même certains actes, par exemple, quand le chef d'état-major général des armées écrit, par exemple, aux attachés militaires, c'est exploité comme étant une mise en garde de la France. Et ça, c'est à l'image de l'opinion. Et sur le plan officiel, on n'a pas vu une communication claire qui dit écoutez, voici la position. Au Mali, on a vu récemment le ministre de la Défense au Parlement qui a évoqué la question de la nécessité des Français dans le cadre de la lutte. Ici, on n'a pas entendu, ce sont les réseaux sociaux qui en parlent. Non, c'est de la rhétorique pour enflammer les réseaux sociaux et puis les citoyens lambda qui, eux, on les fait croire, c'est comme le CFA, on les fait croire que si on supprime le CFA, tous les Africains vont devenir riches. On les fait croire que si on enlève les réserves qui sont à la Banque de France, on va les distribuer à tous les Africains. Mais ça, c'est de la communication politique. Parfait. Non, moi, je voulais dire que voilà une lettre qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et puis, il faut se poser des questions parce que le chef d'état-major général des armées envoie une lettre à 14 attachés, dont 4 installés au Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, la France et les États-Unis. Et curieusement, c'est la lettre aux Français qui se retrouve dans la... Il faut bien se poser des questions. Et bon, je pense qu'il faut que les Français et les Burkinabés se parlent franchement. Il y a eu une rencontre lundi dernier, en tout cas entre les deux parties. Il faut qu'ils se parlent franchement et puis il faut qu'ils puissent lever les équivoques entre les deux parties. Parce que je pense dans tous les cas, la question ici, c'est que dans l'opinion, le sentiment anti-français est là. Est-ce que les autorités font quoi officiellement? Qu'est-ce qu'on fait pour démonter ça? C'est ça la question. Voilà, je dis une chose, il faut que les Français, les Burkinabés et les Français se parlent. C'est important. Mais il y a aussi une chose qui est importante. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on peut très bien imaginer ce que ça peut être. Ça peut mettre des ballons de sonde qu'on envoie et tout. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le discours officiel. Et pour le moment, on n'a pas encore un discours officiel qui dit
les Français, faites si, même quand vous regardez, j'ai écouté le ministre Rémi Denguinou qui parlait de la carte, il a... Parce qu'il dit que c'est les mêmes qui ralentissent le développement du pays, qui sont les premiers à critiquer, mais je ne vois pas en quoi. Moussa, très rapidement, pour que monsieur, c'est la question. Non, Communication le sentiment oui, anti-français. et la communication officielle Oui. par rapport Mais à ça. faisons très attention. Pour résoudre un problème, il faut qu'on comprenne les sources du problème. On a l'impression que le sentiment anti-français a commencé avec les attaques terroristes. Non. Le sentiment anti-français est plus profond que ça. Peut-être que la question sécuritaire a été vraiment l'occasion de faire éclater la bulle. Sinon, depuis les indépendances, regardez ce qui se disait dans l'opinion, en tout cas au niveau de la jeunesse, dans l'implication de la France dans la mort de Thomas Sankara, le CFA et consorts. Donc, il y a tout un ensemble. Mais la question, pourquoi Voilà. officiellement, on n'a pas une position qui est claire, qui rabatte un peu le caquet, c'est ce qu'on veut dire. Mais je vais vous dire. Si le Burkina a besoin de la France, Je vais vous dire, est-ce qu'on laisse prospérer le sentiment anti-français? je vais vous dire quelque chose. L'homme politique, il doit jouer sur deux registres. Ah bon? Il doit jouer sur deux registres. Il sait qu'il ne peut rien contre la France. Donc, on va critiquer la France et il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Il ne faut pas qu'on se le... Et en même temps, donner l'impression à la population qu'on gère la situation. C'est pas une situation D'accord, donc c'est une facile. exploitation politique alors. Non, je n'ai pas dit Merci, ça. merci. Alors merci. Ali, très rapidement, de façon brève, parce qu'on est pris. Vous êtes en train de me Sur ce sortir le sujet, on en doit avancer. On est Voilà. sur ce sujet. Bon. Ok, je voulais seulement dire, le sentiment anti-français, effectivement, ne date pas de maintenant. Voilà. Mais si ce sentiment anti-français prolifère aujourd'hui, prend beaucoup d'ampleur, c'est lié à ceux qui dirigent, qui font croire à l'opinion que c'est parce que la France ne joue pas son jeu qu'il y a des problèmes. On a vu le président Macron venir à Ouagadougou ici. Même les grandes questions importantes, on a laissé Macron se prononcer. On a vu ici pendant le coup d'État du général Diendéré, on a vu l'ambassadeur français traiter le général Diendéré d'officier félon. Moi, je ne dis pas que le général Diendéré n'est pas officier félon, mais est-ce qu'il appartenait à un ambassadeur d'un autre pays de traiter un officier burkinabé de félon? Oui, mais ça n'a pas... Merci. Je viens. Je termine. On aura l'occasion de revenir. Quand vous parlez, Merci à vous. Quand vous parlez, moi je vous écoute. On va passer au deuxième sujet sur la suspension. C'est pas que je ne peux pas vous couper. Ali, on passe au second sujet sur les décisions du ministère, les dernières décisions du ministère de la Défense. On aura l'occasion, avec les appels, de revenir sur ces aspects. Décision donc du ministère, on va noter déjà la suspension des départs volontaires au niveau de l'armée. On a vu une note du général Minungu, chef d'état-major général des armées, qui a sorti une note qui suspend tous les traitements des dossiers liés mis à la retraite anticipée ou aux démissions, etc. Tout ce qui est lié en fait à des départs volontaires de l'armée, tout ça c'est suspendu. Alors la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on peut stopper le départ des gens si leur départ dépend d'une volonté personnelle et liée à des conditions de travail, etc. Est-ce qu'une simple note peut maintenir des gens dans le rang? Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aller sur le terrain et à être efficace? Parfait, Sylvia. Oui, c'est la question que vous posez est tout à fait, elle tient, elle est tout à fait pertinente. Mais en même temps, voilà des gens qu'on a formés à coups de millions, des gens qui sont restés dans l'armée, qui ont eu beaucoup d'avantages, des gens qui ont été recrutés pour faire la guerre. Parce que c'est ça, quand vous êtes appelé sous le drapeau, c'est pour faire la guerre, c'est pour défendre l'intégrité du territoire burkinabé. Et au moment où, curieusement, ça infle, ça chauffe, on est en proie à une armée sans visage, à des terroristes, on est dans une guerre asymétrique, des gens pensent que, bon, il est maintenant temps de partir, de ne pas affronter la guerre pour laquelle ils ont été recrutés. Moi, je pense que quand même, il y a un problème. Et cette décision-là, elle est tout à fait compréhensible. Mais alors la question, pourquoi les gens veulent partir? Pourquoi c'est maintenant que les gens veulent partir? Est-ce que c'est lié à au fait qu'ils sont des poltrons, ou est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des conditions qui les amènent, par exemple, à désespérer à partir? À désespérer, mais pourquoi ils désespèrent alors qu'il y a d'autres frères d'armes qui sont là? Moi, c'est ça le problème. Pendant longtemps, on a formé les gens pour faire la guerre. Mais voilà, ils étaient là, ils ne faisaient pas la guerre parce qu'on était plutôt dans les missions de paix qui sont plutôt bien rétribuées. Maintenant qu'on est dans la guerre, ce pourquoi vous êtes recrutés, vous dites non, bon, moi je préfère aller sous d'autres cieux et tout, alors que c'est cet État burkinabé qui vous a formé, qui vous a donné les meilleures formations, qui vous a donné les meilleures conditions de vie dans ce pays. Non, je pense que là, il faut qu'on arrête.
Alors, est-ce que cette mesure, parce que la question aujourd'hui, ce n'est pas en fait d'interpréter pourquoi, etc., mais c'est dit, est-ce que cette mesure, elle est productive ou elle est contre-productive? Est-ce qu'en maintenant des gens simplement parce qu'on ne veut pas lui permettre de partir, est-ce qu'il ne peut pas disparaître, il peut pas dire, est-ce que c'est efficace? Je pense qu'il faut... Enfin, je ne veux pas douter des arguments des uns et des autres qui veulent partir de façon volontaire de l'armée. Mais encore une fois de plus, il y a une réalité qui est là. Si vous discutez avec les militaires, regardez le taux de départ volontaire qui a augmenté dans ce pays depuis que les forces de défense et de sécurité sont en difficulté. Donc, on est dans une situation de guerre. Et beaucoup, je ne dis pas, certains peuvent demander à partir pour des raisons choses. Parce que j'ai posé la question à un militaire, quel est l'argument que ceux qui veulent partir avancent? La plupart, c'est pour convenance personnelle. Donc, ça veut dire quoi? La réalité, c'est qu'il y a des militaires qui ont peur de la situation et qui veulent quitter. Ça, c'est aussi une réalité. Ne nous leurrons pas. C'est une réalité. Donc, je peux comprendre que dans une situation de guerre où, n'oubliez pas qu'en situation de guerre, l'État même peut sonner la mobilisation générale si la nation est vraiment en danger. Et voilà que ceux qui sont chargés de défendre le territoire veulent partir pour convenance personnelle. Donc, pour moi, ça pose un problème. Mais seulement, je pense que pour éviter que ça donne l'impression que ça va dans tous les sens, peut-être que l'état-major pourrait analyser les situations au cas par cas, pour voir effectivement... Donc, on dit que c'est suspendu, il n'y a pas d'analyse au cas par cas. Mais si ça a été suspendu, et je suis sûr, en tout cas pour l'information que j'ai, c'est que la plupart des militaires qui veulent partir, c'est pour convenance personnelle, pas parce qu'ils sont malades, pas parce que c'est parce qu'ils ont peur. Alors, Moussa, la question, est-ce que si on dit à un militaire qui veut partir, bon, tu n'iras pas. Est-ce qu'on peut obtenir de ce militaire l'efficacité qu'il faut? Comme on dit, vous donnez une arme à quelqu'un, vous dites d'aller combattre alors qu'il ne veut pas combattre. Soit il va mourir, ou soit il... Vraiment. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que réellement... C'est ça la question aujourd'hui. Vous imaginez le message que vous envoyez à la population et aux militaires pétris de patriotisme pour dire que n'importe qui, mon voisin, il peut partir. Pourquoi moi je resterai? Pourquoi je resterai? Donc faites attention à ça. Il y a aussi le message qu'il y a derrière tout ça. Je pense que si les militaires veulent partir, il y a un malaise au sein de l'armée. C'est vrai que quand on va, on s'enrôle, on passe les concours du PMK ou bien on se fait enrôler dans l'armée, c'est pour le métier des armes, c'est le métier de la guerre. Mais faire le métier de la guerre, ça ne veut pas dire aller se suicider, ce n'est pas dire aller mourir. C'est aller combattre et revenir à la maison. C'est ça, être le militaire. C'est pour cela que quand les gens voient la situation qui est là, et s'ils savent que les conditions idoines pour combattre n'existent pas, ils vont demander par convenance personnelle de partir, parce qu'ils ne peuvent pas dire « je ne pars pas à la guerre parce que les gens ne vont pas accepter cela ». Maintenant, obliger les gens aussi à aller à la guerre, ça va poser la question de l'efficacité de ce soldat-là, qui n'a pas envie de combattre, mais qu'on oblige à y aller à la guerre. Et ça me pose un petit souci. Peut-être que j'aurais été à la place des responsables de l'armée, on aurait résolu le problème autrement, c'est-à-dire de comprendre réellement leur motivation. C'est la peur de la guerre ou bien c'est le manque de moyens, c'est ceci, cela, et trouver un système pour les motiver davantage pour qu'ils partent se combattre. Parce que cette décision, voilà, on ne traite plus des choses, alors qu'on sait qu'il y a des militaires, parce qu'ils ont un parent qui est un peu plus haut, on peut obtenir d'être libérés de l'armée. Je pense que notre armée aujourd'hui a besoin d'être remobilisée psychologiquement, mentalement et tout. Donc il faut le faire au lieu de sortir des notes qui ne veulent rien dire du tout, au contraire qui est ridicule parce que ça se retrouve partout. Ça veut dire que c'est une armée qui ressemble à un gruyère. Je viens. Les militaires ne fonctionnent pas comme nous. Même les militaires, la note de service des militaires, ils lisent et puis ils partent. Tout le monde ne rentre pas au camp militaire pour lire les notes de service des armées. Oui, non, laissons là. La lettre n'était pas dans le domaine public. Le problème n'est pas la note. Le problème n'est pas la note, dit sa publication. Le problème ici, c'est la décision qui a été prise. Est-ce qu'elle est... Je termine très rapidement. Je termine tout simplement pour dire, si la lettre se retrouve dans le domaine public, il y a un gros souci. Il faut que les responsables de l'armée retravaillent tout ça, parce que les militaires, même quand c'est dans le domaine, ce n'est pas des gens qui bavardent comme vous et moi. Pour répondre à votre question sur l'efficacité, je ne vais pas, contrairement aux autres, je ne vais pas rentrer dans les polémiques ou les débats là. Je vous prends un exemple. Sur ce plateau, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai pris l'exemple d'un grand ami à moi
qui, dans le cadre de ses fonctions onusiennes, a eu à rencontrer le général Diap. Le général Diap, c'est celui, le grand héros de Bien Bien Phu. Et dans les entretiens, il a voulu comprendre comment est-ce que le général l'a fait pour vaincre les 3 armées américaines, françaises et chinoises. Il est resté perplexe, c'est lui-même qui relate le fait. Je pense qu'à l'occasion, un jour, lui-même, il aura l'occasion d'expliquer ça au Burkinabé, que non, qu'en matière de guerre, la victoire, c'est pas tant le fusil, mais c'est l'homme. Donc il a tout dit, ça résume tout ce que je dis. Alors je suis en train de me poser la question, si on fait des contingents, des gens qui ne veulent pas, qui sont de mauvaise volonté, qui ne veulent pas aller, qui traînent les pas, est-ce qu'il n'était pas peut-être mieux d'épurger l'armée et puis de savoir qui sont ceux qui sont volontaires, qui veulent réellement combattre, que de faire des contingents avec des gens qui traînent les pieds, qui ne veulent pas partir? Est-ce que vraiment on n'est pas là dans une situation... Là, vous touchez un problème qui a été le processus de recrutement même dans notre armée. N'oubliez pas qu'il y a eu un temps où quand même, quand vous discutez avec les anciens militaires, et certains n'hésitent pas à vous dire qu'il y a des militaires aujourd'hui qui sont devenus des officiers qui ont été parachutés. D'accord. Voilà. Donc le problème de recrutement même pose problème. Je suis d'accord avec Ali quand il dit l'armée a besoin d'être remobilisée. Je suis d'accord. C'est-à-dire que dans une situation de guerre, on a besoin d'avoir des gens convaincus et bien combatifs. dans la tête qui se disent je vais défendre ce pays. C'est mon pays. Et voilà pourquoi j'ai dit, pendant qu'on demande à la population d'être volontaire pour défendre le pays, on ne peut pas comprendre en même temps que ceux qui ont été formés pour le mettre les armes là disent qu'ils veulent partir. Là c'est un sentiment. Oui, Évariste. Voilà. Vous ne savez pas pourquoi. Parce que convenance personnelle, là, qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est ça d'abord qu'il faut d'abord chercher à comprendre. Parce qu'aller Moussa n'est pas militaire. Non, c'est ça qu'il faut chercher à Moussa comprendre. ne peut pas savoir la convenance personnelle. Maintenant, moi je dis que cette note-là, ça ne résout rien du tout. Vous pouvez, comme l'adage dit, vous pouvez forcer un chien à se coucher, vous ne pouvez pas le forcer à fermer les yeux. Voilà. Merci à vous. On termine également sur ces mêmes décisions-là. Il y a eu une lettre du ministre burkinabé de la Défense et des anciens combattants, Chérif, adressée à son homologue malien, également des armées là-bas, laquelle note aussi s'est retrouvée estampillé confidentiel, s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Alors on en parle, mais la question ici c'est vraiment en fait l'opportunité de cette lettre et vraiment la relation entre nos deux États, étant entendu que c'est deux armées qui communiquent. Est-ce que la question, la voie diplomatique a été suffisamment mise en avant? Non, cette lettre, franchement, c'est attriste parce que surtout quand on se rapporte au contexte qui est très grave. Et alors, les deux pays sont dans les mêmes organisations, traversent les mêmes problèmes. On se trimballe, on va à New York, on va à Paris, on va pour demander de l'aide, alors qu'on est même frontalier, on n'arrive pas à coordonner des actions. Vraiment, ça révèle quand même une situation assez chaotique et très grave. Parce que ça veut dire que le rapprochement entre nos deux armées est loin d'être une réalité. Parfait, Sylvia. On a vu par exemple que dans l'opinion malienne, cette lettre du Burkina n'a pas été très bien appréciée. On a fait le parcours des éditorialistes même, et puis dans l'opinion, des lanceurs d'alerte, etc. On a vu que ça a été mal, ça crée une sorte de tension dans l'opinion. Le fait que le Burkina dit qu'il faut libérer des gens qui ont été enfermés par l'armée, etc. Mais vous savez que ceux qu'ils ont arrêtés là ils ont ramené ces gens. Vous savez ça? Vous savez que les Maliens l'ont fait? Ils ont ramené les Burkinabés qu'ils avaient arrêtés. Parce que la question, c'est la lettre. Est-ce que mais écoutez, vous avez deux partenaires qui ont le droit, chacun, d'aller sur le territoire de l'autre pour poursuivre des gens. Mais justement, on se concerte. Les Maliens devraient informer les Burkinabés qui sont dans une opération pour aller rechercher des gens. Et l'armée burkinabé dit oui, ok, on va travailler ensemble pour mettre hors d'état de nuit ces personnes. Ça n'a pas été fait. Ils viennent dans le territoire burkinabé, ils attrapent des gens, soi-disant des terroristes, ils tuent 3 personnes et ils repartent. Mais voilà, il y a un sérieux problème. Et je pense que la lettre du ministre de la Défense était tout à fait appropriée. C'est pour dire il faut qu'on apprenne à se parler. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Il faut qu'on apprenne à collaborer. C'est ainsi que nous allons réussir effectivement. Nous allons travailler effectivement à ce que les terroristes là, ne puissent pas traverser l'un ou l'autre pays tranquillement. Oui, parfait. Justement, la question, il y a
il y a des spécialistes, ou on va dire des diplomates chevronnés qui ont estimé que là qui a été posé, il aurait fallu passer par autre façon de faire de manière diplomatique, par exemple dépêcher une mission, d'évaluation, etc. Mais là, on a vu directement, comme si c'était un peu une belligérance, la partie burkinabé qui écrit à la partie, et ça, c'est les armées qui communiquent. Est-ce que ça, c'est la question là à ce niveau? Mais la question à ce niveau, moi je ne vois pas de problème à cette lettre. Je ne vois pas de problème à cette lettre. Tout simplement parce que nous disons nous avons un accord. Vous pouvez venir prendre des gens chez nous. Mais informez-nous que vous êtes en train de faire une opération. Vous ne l'avez pas fait. Vous voulez qu'on s'asseye et qu'on vous regarde faire. Est-ce qu'il revient au ministre de la Défense d'écrire? Mais bien sûr. Ou c'était à la diplomatie de s'activer? Je pense que ça, il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans cette Bien histoire. sûr qu'il y a de quoi fouetter, Non, parce qu'il y a des non, analystes, il y a des experts, il y a des diplomates chevronnés qui disent qu'en la matière, et il y a des exemples, on a vu qu'au Burkina, le Burkina et la Côte d'Ivoire dans les années 96-97, sur Tabou, il y a des missions qui ont été dépêchées, ce n'est pas des lettres que le Burkina a écrites. Donc ça vous dit simplement que sur la question, ça se pose dans ces termes-là. Est-ce que la diplomatie a suffisamment pris en main la question? Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat? Je dis, Silga l'a dit, il y a un accord. Il y a une partie qui n'a pas respecté l'accord. Et cette lettre est estampillée confidentielle. Donc, envoyer une lettre à mon partenaire pour dire, écoute, là, tu as déconné, etc., etc., il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Pourquoi cette lettre s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? Non, parce que Moussa, la question, si c'était le ministre, c'est on ne va pas discuter sur ça. Si c'était le ministre, Moussa, écoute, si c'était le ministre des Affaires étrangères qui avait envoyé cette lettre et qu'elle se retrouvait sur la place publique, est-ce que ça ferait le même effet quand c'est le ministre, par exemple, de la Défense qui envoie une lettre à son homologue? Je voudrais dire à mon grand frère Ali que on va mettre balle à terre. Il n'y a rien. Non. Allons-y ici. Tu n'as pas de choses à me donner. S'il vous plaît, c'est moi qui fais la police ici. Voilà, mais s'il te plaît. Il parle tranquillement, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à me dire. Ali, s'il Tu te donnes plaît. tes informations et Ali, tu Moussa a la parole. C'est tout. Il a qualifié ce que j'ai dit de pathétique. Mais c'est tout à fait normal. Voilà. Donc tu prends la parole, tu vois, c'est fini. Je suis en train de dire, pour moi, le gros problème, vous savez, au niveau de la gouvernance au Burkina, il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur les effets. Il y a un problème de loyauté. Il y eut un temps où ce genre de courrier, combien de courriers confidentiels de ce genre ont circulé entre différents États depuis les indépendances. Donc, écrire, c'est normal que des États s'écrivent. Maintenant, la question, pourquoi ceux qui sont chargés de traiter ne gardent pas une certaine loyauté vis-à-vis de l'institution? C'est ça le problème que je voudrais juste arrêter à ce niveau pour reposer ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit le ministre de la Défense, donc, qui se met sous couvert du ministre des Affaires étrangères, pour envoyer une lettre liée à une question militaire à son homologue malien, est-ce que c'est une prise en compte réellement? Est-ce que c'est de la meilleure voie? Est-ce que ce n'était pas la diplomatie qui devait plus s'activer sur la question? La question est là. C'est vraiment l'appréciation diplomatique la question. Bon, moi, je voulais répondre à cette question. Je viens. Évariste a la parole. Non, ça c'est clair qu'il y a une question de compétence aussi dedans. Parce que là, c'est une question de garantie d'exécution d'accords. Les accords, quoique les accords de défense, c'est sûr que peut-être à un niveau, le ministre de la Défense peut paraffer. Mais là, vu l'ampleur de ce problème-là, je pense que c'est les affaires étrangères quand même. Moi, je voulais dire quelque chose. Nous avons des accords avec le Mali. Au Burkina Faso, il y a un ambassadeur malien qui est là. Donc, quand une situation pareille se présente, notre ministre des Affaires étrangères peut peut saisir le ministre des Affaires étrangères qui peut convoquer l'ambassadeur du Mali pour attirer son attention. Autre chose, le ministre des Affaires étrangères peut même dépêcher une mission auprès de son collègue malien pour attirer son attention sur le non-respect d'un certain nombre d'accords. Quand le ministre de la Défense envoie directement une lettre, en termes diplomatiques, ça peut poser problème. C'est pour ça que nous parlons des questions de compétence. Est-ce que nos hommes respectent le cheminement? C'est pour ça que tout à l'heure, quand Moussa parlait, je disais que son raisonnement était pathétique. Son raisonnement est hyper pathétique après ce que je viens d'entendre. Merci. On va terminer, cette fois-ci en politique, on va terminer, on n'est plus par le temps. Excusez, je conduis le débat, on va revenir dessus parce que les téléspectateurs vont appeler. Non, les téléspectateurs vont appeler, chacun a eu droit à la parole sur ce sujet. On termine. Moussa, on continue, on termine sur le dernier sujet politique.
les téléspectateurs vont vous ramener sur ces sujets. Vous aurez l'occasion, mais on n'est pris par le temps, il faut qu'on évolue. Sorti donc du CFOP et de la PMP, le chef de file de l'opposition politique, pour ses sorties hebdomadaires, a fait une analyse de la situation. Et on a vu par exemple Eddy Komboigo, donc, qui était donc, un des animateurs de la conférence de presse, dire qu'il fallait poursuivre Simon Compaoré, qui au préalable, bien avant, les jours avant, avait dit simplement que ceux qui attaquent le Burkina, il y a des noms qui sont connus, il y a ces personnes-là qui sont connues, et que donc Eddy Komboigo a demandé qu'il soit poursuivi par le procureur pour détention de preuves en situation, en période de guerre. Voilà, Moussa. Bon, écoutez, moi je pense que cette situation, on est dans un domaine purement politique. Hein. Je peux comprendre le point de vue du président du CDP par rapport à ça, mais personnellement, je ne trouve pas qu'en ouvrant cette voie-là, on apporte quelque chose de très de constructif. Du reste, je pense que le ministre Sawadogo, Clément, a donné la réponse. Justement, je vais dire ce que le ministre Sawadogo a dit. Il a dit simplement que nous faisons deux guerres. Nous faisons la guerre contre le terrorisme. En plus, il y a une autre guerre qui est celle de la déstabilisation. Quand on parle, on nous demande des preuves. Celui qui veut les preuves, il n'a qu'à aller demander à Djibril Bassolé. Lui, il a certainement la liste des terroristes qu'il devait contacter. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas imminemment grave dans le contexte présent qu'on indexe une personne comme ça? Et c'est pour cela que... Mais je ne sais pas, mais de toute façon, je pense que le président de la NAFA, Djibril Bassolé, a été quand même condamné par la justice burkinabé. Pour des faits de terroristes? Pour avoir envoyé des terroristes au Burkina? Non, on a vu, en tout cas pour je ne sais pas comment, avec une force étrangère, relation avec une force étrangère pour déstabiliser le pays. Je pense que la justice a tranché. Il y a un appel qui est fait, si je me trompe pas. Oui, mais est-ce que ça fait... Est-ce que le jugement qui a été fait sur l'affaire du coup d'État, est-ce que ce que M. Clément dit ici, est-ce que ce sont deux affaires qui sont vraiment intimement liées? Quand M. Clément, d'ailleurs président par, on va dire, actuellement le coordonnateur de la PMP, dit ce genre de propos, est-ce que ça respecte réellement l'esprit du procès? Est-ce que c'est pour ces faits, par exemple, que... Mais pour le procès, qu'est-ce qu'on a reproché à Djibril Bassolé pendant le procès? On a vu parler d'écoute téléphonique, de relations avec des forces étrangères pour attaquer le nord du pays, pour attaquer le sud du pays, frapper là, déstabiliser les forces de sécurité et de défense. Voilà, je pense que la justice a tranché, le camp de Djibril a fait appel, attendons que ça arrive. Mais je pense que cette situation, une fois de plus, il faut peut-être battre la terre, aborder les choses vraiment sans passion. Et moi, je trouve que ce que Eddy a dit, c'est son droit. Il a le droit de le dire. Mais par rapport à ce que, est-ce qu'il faut demander au procureur, je ne suis pas juge, je pense que le procureur est mieux formé que nous tous ici, on verra ce qu'il fera. Moi, ce n'est pas à moi de dire au procureur ce qu'il doit faire. Oui, et Évariste Konsebo, sur cette question, là, le problème, c'est de dire, quand par exemple les leaders politiques reviennent en surface avec de telles accusations, etc., à n'en pas finir, est-ce que ça contribue réellement à l'apaisement dans le pays? Est-ce que ça contribue réellement à renforcer, à faire appel à ce qu'on appelle l'union sacrée, etc.? Non, c'est le contexte même. Souvenez-vous qu'il y a même avant, il y a eu une sortie de M. Blaise Compaoré pour briser le silence sur les multiples accusations récurrentes. Par rapport à la question de M. Bassolé, vraiment, je suis tombé des nues. Voilà quelqu'un qui est en prison, je pense depuis 2015, non? Alors je me suis dit, si ce monsieur, il est en prison depuis 2015 et que jusqu'à l'heure où nous parlons, on lui attribue encore... on lui attribue des pouvoirs. Moi, je dis, mais libérez-le et puis laissez-le, il va régler le problème. Ça, c'est très grave. Parce que, en plus, quand vous voyez, par exemple, les sorties, M. Clément dit qu'il y a des gens qui veulent que la situation se complique. Ça veut dire qu'il connaît ces gens-là. Il dit que la lutte, il y a deux volets, terroristes et puis de déstabilisation. Mais en tant qu'homme politique, quand vous connaissez les problèmes, mais il faut anticiper. Le rôle de l'homme politique, c'est quoi? Vous attendez quoi? Moi, je dis, mais M. Clément Sawadogo, vous avez fait une lecture. Maintenant, en tant qu'homme politique et responsable, mais il faut agir. Il faut travailler. Et je me dis que, en tout cas, tout ceci, c'est une surenchère, en fait, qui vient encore ajouter et compliquer la situation déjà difficile sur le terrain. Mais je me demande, est-ce que ces gens-là, ils aiment vraiment le Burkina? Est-ce que ces gens-là, ils mettent au centre vraiment de leurs actions l'intérêt du peuple burkinabé? L'intérêt du peuple burkinabé, ce n'est pas les chamailleries.
Oui. Parfait, Silga. Moi, je vous dis une chose. Quand j'ai suivi toutes ces interventions, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Parce que il n'y a pas de quoi foutre un chat. C'est des palabres. Est-ce que ça... palabres. Oui. Mais est-ce que... Non, écoutez-moi. Il dit qu'on me parle. Ensuite, la PMP lui répond. Et puis la vie continue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de quoi parfait, faire. Silga, je comprends la simplicité avec laquelle tu caricatures tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que Burkinabé, ou les Burkinabés dans leur situation aujourd'hui, où il y a l'insécurité, il y a tout ce qu'on voit comme menace et tout ça, est-ce qu'il appartient aux hommes politiques qui sont des dirigeants de faire des chamailleries du genre à s'accuser mutuellement, banalement, ça n'a pas commencé avec ces deux interventions. Ça n'a pas. Depuis le début des attaques terroristes au Burkina Faso, on a vu des hommes politiques accuser le pouvoir d'être incapables. On a vu aussi des hommes politiques du pouvoir dire c'est l'autre camp qui a fait ci, c'est l'autre camp. Dit que le pouvoir est incapable, ça c'est une accusation. Ce n'est pas une accusation parce qu'il n'y a pas de grief qu'on dit contre. On dit simplement que la gouvernance elle ne donne pas satisfaction. Ça, ce n'est pas la même teneur que quand on dit un tel est responsable de tel acte criminel qui se produit. Je pose bien la question parce qu'il faut qu'on soit précis sur ce qu'on dit. D'accord, on va être précis sur la question. Depuis le début des attaques terroristes, on a vu des opposants dire clairement votre gouvernance est nulle, c'est parce que vous êtes incapable que tout cela nous arrive. C'est parce que vous êtes incapable que tout cela nous arrive. Il aurait fallu peut-être qu'ils disent, oui, ce pays-là, c'est notre pays, nous comprenons que la situation est difficile. Et n'oublions pas que tout ce qui arrive actuellement là, ce n'est pas de la faute des gouvernants actuels. Je dis, la responsabilité est collective. Il faut repartir depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ça qui est important à dire. Mais quand vous avez aussi des hommes politiques du parti au pouvoir qui disent voilà, c'est un tel qui a à l'origine de ça. Mais là, on a un problème. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec les sorties d'Edi Kombogo et avec les... Non, oui, mais justement, la question aujourd'hui, c'est le moment, est-ce que le contexte aujourd'hui n'est pas mauvais puisque le contexte d'hier ou avant-hier? Non. Est-ce qu'on n'a pas une difficulté? Pas plus mauvais dans ce sens-là que depuis 2015. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était de la responsabilité collective. De dire depuis le début, il faut qu'on puisse être unis par rapport à cette question du terrorisme. C'est ce qu'il fallait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Comment on la gagne quand on s'appuie? Je suis totalement d'accord avec Silga, mais malheureusement, le contexte ne permet pas cette union sacrée-là. Et j'explique pourquoi. Parce que vous voyez, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. J'ai l'impression que cette guéguerre-là se fait sous fond de l'élection qui arrive en 2020. D'accord. Donc, à partir de ce moment, personne ne veut laisser l'autre prendre le dessus. Et dans cette lutte-là, ça donne l'impression à l'opinion publique que ce qui intéresse les uns et les autres, c'est 2020. Ali, très rapidement, brièvement, et Évariste, brièvement. Silga et Moussa, on parlait d'union sacrée autour de la question de la sécurité. Ça, c'est vrai. Mais la question de l'union sacrée, nous avons parlé de ça régulièrement ici. Nous avons dit ici, sur ce plateau, même si vous n'étiez pas là avec ceux qui étaient là, qu'à chaque fois qu'il y a une situation auquel le pays fait face, une situation difficile, il aurait fallu que le président du Faso, qui a lui toutes les manettes en main, convoque toutes les parties prenantes, les partis politiques et tout ce dialogue pour ouvrir pour la situation de ce qui n'est pas fait à chaque fois. Et la surenchère, c'est vous qui avez hébergé et donné gîte au couvert, c'est pour ça qu'on nous attaque. C'est pour cette raison qu'il dit, comme Bourigo a dit, Simon Compaoré dit qu'il sait, et ce qui se passe, Clément dit qu'il sait, bon, qu'est-ce qu'il attend? Voilà, donc en réalité, c'est du berger à la bergère. C'est des petits mots. Dans un contexte difficile où les hommes politiques devaient faire preuve de beaucoup de sérieux. Et sur ce point, ils ne sont pas sérieux en ce moment. Merci beaucoup, on n'est vraiment plus par le temps. On va donc demander à la technique de nous prendre nos appels là, de l'extérieur, les téléspectateurs qui sont inscrits. Je vois que la situation de sécurité, et c'est normal, prime sur l'ensemble des intentions d'appel. Alors, Évariste Concebo, on va terminer sur l'international qui est resté un peu... la CPI, on a le processus donc, de condamnation de Gbagbo Laurent Blé Goudé est, disons, peut-être à son dernier épisode, parce qu'il y a eu une libération qui a été prononcée, libération cependant sous condition. Oui, mais c'est ça le paradoxe. Après 8 ans de procès, après avoir auditionné 82 témoins, nous sommes toujours là
à retenir des personnes. Bon, voilà, toujours ça. Bon, c'est vrai que cette fois-ci encore, c'est suite à l'appel de la procureure, je pense, à la décision, je pense, de janvier. Maintenant, ça a été confirmé, ils sont libérés. Mais maintenant, il faut encore voir dans quelles conditions, puisque c'est une liberté, en fait, conditionnée, ce qui est carrément un paradoxe dans le terme, parce que quand on conditionne la liberté, ça veut dire qu'on aménage les peines, alors qu'on dit qu'il n'y a aucune charge. D'accord. Voilà. C'est Ok, ça qui on va prendre notre premier téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, qui appelle de Ouagadougou, sur la situation sécuritaire. Monsieur Ilboudo. Bonjour à tout le plateau. Bonjour, Monsieur Ilboudo. Oui, au fait, sur la situation nationale, sur la situation sécuritaire nationale. D'accord. Oui, c'est que si... D'abord, il faut qu'on dise une chose. J'ai l'impression que jusqu'à présent, personne n'est conscient de la situation du pays. Et je vais même aller loin. J'ai l'impression que les gens s'en foutent pas mal. Ils parlent parce que peut-être leurs intérêts sont en jeu. Mais ce n'est pas une préoccupation en tant que telle, en tant que Burkinabé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fibre patriotique. Si ce n'est ceux qu'on manipule dans les réseaux sociaux qui parlent à longueur de journée pour ne pas savoir quoi dire. Je vous dis, selon moi, la situation est très critique. Mais les gouvernants font semblant de pouvoir maîtriser ou de pouvoir gérer quelque chose. Pourtant, ils n'arrivent à rien maîtriser du tout. Ils mettent la population dans une situation où, à la fin, ils vont être piégés à l'intérieur. C'est ça ma préoccupation. Ça veut dire qu'on va nous dire la vérité à un moment qu'on ne peut plus rien faire. Alors qu'eux, ils ont déjà leur passeport à main, ils peuvent prendre Air France. Et même, il faut qu'on sache une chose. Le président, on peut l'exclure du pays à tout moment. Mais nous, la population, on n'aura pas cette chance-là. Moi, j'aime toujours dire qu'il y a un président américain qui a dit un peuple. Ça veut dire, si vous lui dites la vérité, si vous dites réellement ce qu'il y a, il a la capacité de vous aider à vous défendre. Mais si vous commencez par le début à mentir, depuis 2015 que la situation, moi-même je vous dis que j'avais prévu cette situation allait arriver, personne ne s'est préoccupé de ça. Chacun est passé son temps à vouloir réellement être président. Quand les gens sont venus, ce qui les a intéressés premièrement, c'est jouir ça veut dire des avantages de pouvoir. C'est d'abord des oui. Après, donc, on est arrivé dans une situation où personne ne se préoccupe de l'avenir de ce pays. Merci. Et ils sont tellement méchants qu'il faut porter la faute à d'autres personnes. On dit que c'est les Français qui ne font rien. Est-ce que le pays, c'est pour les Français? Merci, M. Ilboudo, merci. Merci pour votre... C'était un coup de gueule. Merci bien pour votre intervention. On est dans les accusations mutuelles. Au début, on a dit non, c'était l'opposition qui empêchait le MPP de travailler. Ensuite, on nous a dit que c'est ceux qui sont exilés qui nous envoient les problèmes. Aujourd'hui, maintenant, on nous dit que c'est la France. Demain, peut-être, on va dire que c'est nous-mêmes. Oui, il faut arrêter. Parce que, en fait, c'est vraiment... c'est du délire. Parce que, quand même, comme il a dit là, les gens ont leur passeport, ils peuvent être expliqués. Mais moi, je pense qu'il faut lancer un appel au Burkinabé à faire en sorte qu'on ne le souhaite pas. Mais que, quelle que soit la situation, qu'aucun responsable politique ne puisse s'exfiltrer ou aller à l'extérieur, que nous restons tous dans le même pays. C'est ce qu'il faut Parfait, faire. Silga. On va peut-être plutôt prier Dieu que cette situation n'arrive pas. Personne ne le souhaite. Ouais, d'accord. Mais moi je vais dire une chose. Je pensais qu'on parlerait de Gbagbo et Blé Goudé. Ah, d'accord, ok. Non, quelqu'un va appeler tout de suite sur la question. J'ai déjà dit sur la question que tant que l'élection présidentielle de 2020 ne finira pas, ces deux, ils n'iront pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore changé. Parce que l'agenda là. Mais la libération sous condition n'empêche pas Gbagbo de se Mais vous savez bien que Gbagbo. Il a été condamné aussi en Côte d'Ivoire. Oui, 20 ans. Gbagbo et Blé Goudé, même s'ils sont libérés totalement, ils n'iront pas en Côte d'Ivoire. Parce que pour aller en Côte d'Ivoire, il faut un accord avec les autorités en place. Et je vous dis, tant qu'on n'aura pas les élections, ils n'iront pas dans Encore que Gbagbo Laurent est sous le coup de poursuite pour 20 ans. Hein. 20 ans alors pour l'attaque la BCA. On va prendre notre deuxième téléspectateur. Il vient sur la sécurité, la situation sécuritaire, donc ça pourrait marcher. Alors, M. Ouedraogo Seydou de Ouagadougou. Oui, bonjour M. Lukman. Bonjour M. Ouedraogo. Ok. Bon, avant de rebondir sur ma préoccupation,
je vais juste ouvrir une parenthèse, c'est juste une suggestion. D'accord. Voilà. Vous voyez que, bon, l'émission, ça fait 1h30, en gros. D'accord. La partie interactive, ça fait, ça devait faire 30 minutes. Et Allez-y. l'autre partie, 1 heure du temps. Bon, moi, j'aurais souhaité effectivement qu'on puisse rester dans ce cadre, que pour les 1 heure là, qu'on puisse aborder tous les sujets. Parce que très souvent, c'est au cours des débats, bon, on arrive à avoir peut-être des idées, puis vouloir répondre sur certaines questions. Et si vraiment on pouvait rester dans les 1 heure, traiter toutes les questions, excusez-moi, et maintenant, à partir de la deuxième partie, prendre le maximum d'auditeurs, que ça ne soit pas 2 ou 3 auditeurs, que ça soit peut-être au minimum 5 auditeurs, que vraiment la partie interactive, là, ça respecte son nom, quoi. D'accord, allez-y pour votre... D'accord, c'est compris. Allez-y pour votre intervention. Voilà, ok. C'est la partie communicationnelle de la crise de la sécurité. Bon, moi, je dirais que on ne peut pas dire qu'on est dans un déni de communication. Parce que, pour moi, nous autres, par exemple, nous les auditeurs, nous les téléspectateurs, nous on peut apporter tous les sujets en long et en large. Mais les gouvernants, pour moi, les gouvernants sont tenus de rassurer la population. Dans la communication, on doit toujours sentir la partie rassurer les citoyens. Si on ne rassure pas et on tient une communication qui va apeurer la population, je ne sais pas qu'est-ce qu'on deviendra. Parce que, comme l'a dit certains des invités, oui, on n'a pas autre pays, on a un seul pays. Sauf ceux qui ont peut-être la double nationalité qui peuvent aller à l'extérieur. Mais nous autres qui avons une seule nationalité, qu'est-ce qu'on fait? Si on nous a peur, où on va? Alors donc pour moi, l'obligation pour le gouvernement, c'est de tenir une communication qui rassure. Maintenant, il faut qu'il soit véritablement informé de la situation réelle. Ça, je ne doute pas. Mais maintenant, ce qu'il faut faire pour eux, pour les gouvernants, moi c'est ce que je pense, il faut qu'ils nous rassurent. Par rapport peut-être aux efforts qui sont faits, par rapport à ce qu'il est à faire, à la sensibilisation, comment il faut se comporter en période de guerre. D'accord. Ça, en tout cas, c'est mon idée. Merci. Maintenant, merci, M. Seydou. On est tellement coincé par le temps. Merci pour également votre suggestion d'entrée de jeu. Ce qui est sur le débat ici, le plus important, c'est le plateau. Maintenant, on ouvre une fenêtre pour prendre 2, 3 appels. Mais la question, ce n'est pas une émission consacrée à des interventions extérieures. C'est une émission où on invite des personnes qui viennent faire des décryptages de l'actualité. Maintenant, on permet, pour rendre plus plurielle l'opinion, qu'une ou 2 personnes interviennent. Oui, je trouve qu'il a mis le doigt sur un sujet très intéressant. C'est-à-dire que, et là je suis totalement d'accord avec lui, je pense que si on regarde les choses honnêtement, on ne peut pas dire qu'il y a un déni. Il y a 2 choses. Je pense qu'aujourd'hui, même les premières autorités reconnaissent que la situation est grave, on est dans une situation de crise, dans une situation d'insécurité. Je pense que personne ne peut nier ça. Maintenant, là où le débat se pose, c'est est-ce que la réponse donnée est adaptée? Est-ce que ça rassure la population? Ça, c'est un autre niveau de débat. Et je comprends qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut peut-être comprendre la situation sans la partager. Je peux comprendre la situation sans la partager, que les autorités, comme il l'a dit, il ne suffit pas de communiquer pour communiquer si cette communication-là doit faire peur à la population. Et je pense que c'est là le débat. Par rapport aux écoles. Le ministre, le professeur Ouarou, plusieurs fois a fait en tout cas j'ai suivi une conférence de presse où il a énoncé, il a donné le détail des écoles fermées, il a donné le détail des enseignants qui sont en chômage technique et le détail, le nombre, je n'ai pas le nombre en tête, des élèves qui ne sont pas scolarisés du fait de la situation sécuritaire. Il a aussi parlé des élèves qui sont dans des écoles qui sont déplacés avec leurs parents. Donc, dire
qu'effectivement il y a un déni, effectivement n'est même pas donné ces informations. D'accord, on va prendre le troisième téléspectateur et puis on vient à Évariste. Monsieur Zeba Abdul Fattah qui appelle de Ouagadougou, toujours sur la situation sécurité. Vous allez être très bref et concis parce qu'il nous reste maximum 3 minutes. Oui, Monsieur Zeba, oui, allez-y. Oui, bonjour aux journalistes. Merci, bonjour à vous. Permettez-moi de développer quand même mon idée. Vous savez, c'est une analyse. Vous savez, après le putsch du RSP en question, alors il a été dit de démanteler le RSP. On pouvait être contre une partie de notre armée, mais pas contre le pays. Alors le démantèlement du RSP, parce que c'est une centaine, si les 6 000 personnes, on part exposer nos armes à la place de la nation. Ça, ce sont des intellectuels, avec la complicité des intellectuels. Et aller exposer le pays sous prétexte qu'on déteste une partie de l'armée. Alors, si les 6 000 hommes, il n'y a que 100, peut-être, si en tout pour tout, il n'y a que 100 qui ont fauté. Alors, il y a plus de 5 900 hommes qui sont dans nos casernes. Voilà le chef d'État qui est le garant de la cohésion, qui part accorder une interview à une chaîne internationale pour dire que le RSP est un tigre en papier. Et c'est ce même chef d'État qui appelle à l'union sacrée et à encourager les RDS. Tout en oubliant que tous ceux-là qui ont été au RSP ne sont pas allés au RSP parce qu'ils étaient familiers à Blaise Compaoré. C'est leur compétence qui les a amenés là-bas. Voilà un chef d'État. Et on dit que le RSP était le plus équipé et plus formé. Voilà une armée qui était plus formée et plus équipée, dont on traite de tigre en papier. D'accord. Donc vous estimez, M. Zeba, que la situation, c'est une des causes de la situation qu'on vit aujourd'hui. Mais quand on dit que le corps a été plus formé et plus équipé, parmi tous les corps du Burkina Faso, c'est les intellectuels qui ont servi ce genre de message. Et c'est ce corps que le premier responsable du pays passe à soi pour dire que c'est un tigre à papier. Les autres corps deviennent quoi? Des corps en papier? D'accord, on a compris. Non, permettez-moi d'aller plus loin. Oui. Le ministre le président. D'accord, bon, on a déjà un peu compris votre idée. Il fallait être un peu plus précis. Évariste. Le prédécesseur qui est revenu sur le fait que nous avons dit qu'il y avait un déni. Moi, je maintiens ce que je dis ici sur certains aspects. Parce que dire que faut pas apeurer la population, mais qu'est-ce qu'il faut pas, en cachant la réalité? Parce que communiquer, pour moi, ça ne veut pas dire de masquer la réalité. Il faut que les Burkinabés sachent que les terroristes, ils sont méchants. On coupe des têtes, on décapite des gens, on tue des gens. Ça, ils doivent le savoir. Quand maintenant vous voulez... Non. Quand vous voulez cacher ça aux gens, ben, je suis d'accord, dans un État où responsable, où on veut pas soi-disant faire peur aux gens, c'est que l'autorité a la capacité de maîtriser la situation. Parce que la peur, parfois, ça peut donner de l'énergie et permettre aux gens, si je sais qu'on va venir me couper la tête, je ne vais pas attendre. D'accord. Je vais me préparer pour répondre. Voilà. Évariste, on prend notre dernier téléspectateur, lui change de sujet, Monsieur Nyambré Bouraïma de Ouargaï, qui revient sur la sortie du CEFOP et de la PMP, donc chamaillerie politique. Monsieur Nyambré. Oui, Loukman, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je salue tout le monde, mais vous voyez, lorsque ces gens-là sont sortis, parler là, je vois qu'ils sont en train de remettre en cause même la création du ministère même de la cohésion sociale. Parce que c'est suite à ces événements-là que nous sommes en train de traverser qu'on a créé un ministère. Et pour qu'il y ait la cohésion sociale, il faut que ça commence par eux. Même à l'école primaire, même les élèves de CP1-là, ils ont une leçon de morale. C'est pas pendant que la situation est comme ça. Les gens sont en train de mourir. On ne sait même pas où enterrer nos gens. Que les grandes personnes de leur pas vont sortir s'accuser pour pouvoir intoxiquer la population pour être élus en 2020. Nous faisons les leçons de morale et je veux qu'ils soient aussi nos propres élèves. Parce que ce n'est pas normal. Les gens de ces gens-là, il faut même que le gouvernement, il faut même que le président du façon même les interpelle. Il faut que le ministre même de la cohésion sociale les interpelle. Et quand M. Sawargo, lui, il était ministre de la Sécurité,
qu'est-ce qu'il a pu faire? Donc il doit même avoir honte de ce qu'il est en train de dire. Lorsqu'on connaît les gens qui sont en train de faire du mal au Faso, il faut aller déclarer au procureur du Faso. On est de sortir pour aiguillonner les gens, nous leur disons de se taire parce que ça nous énerve. Ça ne fait pas la fierté de ceux qui sont morts. Et encore, le problème de nous, tout de suite, les gens même n'ont même pas fini de faire les messes ou bien les funérailles. Et c'est les mêmes dirigeants qui disent qu'ils vont diriger le Burkina Faso, qui n'ont même pas pitié de morts. Franchement, moi, je suis découragé de leur comportement. Ils n'ont que de venir au CPE, je vais leur apprendre les leçons de morale. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Yambri. Merci pour la concision et puis on comprend aussi l'émotion. Voilà, un tour d'étape rapide, on a 2-3 minutes. Bon, moi, je voulais parler un peu de la question en Côte d'Ivoire. Bon, oui, vous connaissez ma position sur la CPI, je ne suis pas d'accord pour qu'on juge nos criminels africains à la CPI. Bon, mais la décision qui est donnée, je suis tout à fait d'accord avec Parfait. On va maintenir Laurent Gbagbo et Blé Goudé dans une situation à ce que les élections passent. Parce que ces deux-là revenir à Abidjan, ça risque encore de... Mais est-ce que quand on parle de réconciliation... Maintenant, je vais terminer. Par rapport à la réconciliation... Je fais le constat. Maintenant, effectivement, la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, a besoin de réconciliation nationale. Il faut donner la possibilité, il faut donner les chances aux Ivoiriens de se réconcilier. Il ne faut pas que ce soit des agendas des hommes politiques qui rythment la vie là-bas, parce que sinon, ça va être toujours comme ça, on va reporter les problèmes et ça va être très compliqué. Voilà. Moussa, 20 ans pour Gbagbo, au cas où il venait, même si la CPI, il s'en est sorti, mais à Abidjan, on l'attend avec 20 ans de prison. Pour Gbagbo, il faut être clair. Il suffit de faire un tour à la CPI pour voir ce qui se passe. Il y a un journaliste français qui disait, quand on va dans le parking de la CPI, on voit plus de voitures cédées. Ça veut dire que c'est très politique. Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Non, on n'a pas bien compris. C'est-à-dire... C'est d'accords diplomatiques. Voilà. De quel pays de la Côte d'Ivoire? Non, de tout, hein, parce que ce n'est pas le seul cas. C'est-à-dire tous les cas des choses. Maintenant, ce qui veut dire que je rejoins Parfait sur cette question-là. Maintenant, par rapport à ce que le monsieur vient de dire. Et là, je voudrais juste en 30 secondes dire, cette guéguerre-là, quand on écoute la population, ça pose problème. Parce qu'on a l'impression, petit à petit, nos hommes politiques sont en train de donner l'impression à l'opinion publique qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est 2020. Et que toute cette question sécuritaire et autres-là deviennent comme des prétextes pour se positionner pour 2020. Et je pense que ça, c'est très grave. C'est pour ça que je parlais de communication tantôt. Merci Moussa. Parfait, une seconde. Alors, Évariste, non, je pense que c'est déplorable. On doit, surtout dans un contexte où le pays, même l'existence, même la survie du pays est menacée, mais on doit savoir sacher raison et puis garder raison et surtout mettre au centre de toutes les actions l'intérêt du Burkina et des Burkinabés. Merci, Évariste Faustin Concebo. Évariste Faustin Concebo est donc chroniqueur média. Il est président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également pris un porte-parole du Forum, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci, Évariste Despartier. Et puis Moussa Savadogo, il est journaliste consultant. Merci Moussa de nous faire l'amitié d'être là. Et puis on t'attend pour la semaine prochaine déjà. Et puis Mamadou Ali Compaoré, journaliste à la télévision nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du journal de 20h, c'est la précision qu'il faut toujours apporter. Merci Ali d'être sur ce plateau. Et puis, enfin, Parfait Silga est journaliste, est analyste. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco. Aujourd'hui, le plateau était très heurté, mais c'est comme ça. Il faut que la lumière et la vérité jaillissent. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut.